Il n'en espérait pas tant, le Macron. Il peut dire un grand merci à la gauche qui vient de lui sauver la mise et lui offre un sursis politique. Macron, qui pouvait espérer au plus une centaine de députés avant la décision de désistement de la gauche, se retrouve à la tête d'un groupe à l'Assemblée nationale qui va compter en réalité 168 députés. Alors c'est presque une centaine de moins que dans la précédente Assemblée. Vous me direz, il est en chute. Il est en chute sévère. Mais la gauche lui a évité l'effondrement. La gauche permet à ce régime macronien de se succéder à lui-même dans la mesure où c'est une assemblée recomposée, totalement ingouvernable, qui va siéger au moins pendant un an, puisqu'il ne peut intervenir une nouvelle dissolution qu'après un délai d'un an. Au moins pendant un an, au plus pendant 2 ans et demi, jusqu'à la prochaine élection présidentielle de 2027. Merci qui? Merci la gauche. Alors, la gauche a-t-elle tiré profit de son mot d'ordre de désistement? En dépit des apparences, bien que représentant aujourd'hui un groupe majoritaire, mais d'une majorité relative, le Nouveau Front Populaire, effectivement, est le principal groupe de l'Assemblée, avec 182 députés. La NUPES, dans la précédente Assemblée, ne comptait que 151 députés. Mais il serait illusoire de penser que c'est une grande victoire du Nouveau Front Populaire. Parce que, à y regarder de près, je vais entrer dans le détail des chiffres pour que vous compreniez bien, à y regarder de près, nous voilà avec une assemblée constituée de 3 groupes principaux, donc le Nouveau Front Populaire, qui effectivement progresse par rapport à la NUPES, 30 députés en plus, le groupe Ensemble de Macron, Modem, Horizon, Renaissance, qui compte aujourd'hui 168 députés, au lieu des 250 dans la précédente Assemblée, et le Rassemblement national, qui, lui, enregistre un progrès notable, puisque le Rassemblement national, qui avait 89 députés dans la précédente Assemblée, en compte, à lui seul, désormais 126, c'est-à-dire plus 37 députés. Autre parti qui progresse, j'allais dire au détriment de la France insoumise, c'est le Parti socialiste. Les socialos Macron compatibles. Ils ont tiré les marrons du feu de ces élections législatives, grâce au désistement, bien évidemment. Ils passent de 31 députés à 59. C'est la renaissance du Parti socialiste que l'on connaît. On a vu apparaître hier soir l'ancien président de la République, François Hollande, qui s'était revêtu de tous les habits de la gauche progressiste, revendicative. Je vais vous donner un exemple. On doit à Hollande d'avoir massacré, après Sarkozy, les droits de départ à la retraite des salariés. On lui doit. Mais voilà, il proclamait en 2012, que l'ennemi c'était la finance. On a vu avec qui il a gouverné. Il a gouverné principalement avec les financiers. Et là, métamorphose du personnage, on dit que le temps bonifie. Il retrouve des couleurs socialistes, authentiques, entre guillemets. Et il se montre quasiment plus
social qu'un Mélenchon qui avait pris la parole avant lui. Mélenchon, droit dans ses bottes, carré, qui ne veut pas se compromettre ni avec les uns ni avec les autres, et qui veut effectivement avancer des mesures que je soutiens à titre personnel, hein. L'augmentation du SMIC, l'abrogation de la loi sur la retraite, l'alignement du montant des pensions sur le SMIC et bien d'autres mesures que là je soutiens à 100%, mesures qu'on ne retrouve pas chez le Rassemblement national, et c'est bien là son talent d'Achille, parce que le Rassemblement national attire à lui des couches populaires, mais jusqu'à un certain point. Le point de rupture, c'est là où le Rassemblement national, n'est pas capable de rivaliser sur le plan social avec la gauche et la France insoumise en particulier. Le Rassemblement national a cette particularité de se focaliser sur des combats qui ne bougent pas depuis des décennies, l'immigration, la sécurité, etc., etc. Je ne nie pas cela. Je dis qu'il y a des problèmes dans tous les domaines. Mais de quoi ont besoin principalement les couches populaires, celles qui souffrent le plus? Eh bien, c'est qu'on les aide à vivre, à détenir des ressources financières suffisantes pour éviter la pauvreté. Qui gagne? Qui perd? Nous avons donc trois groupes principaux. Nouveau Front Populaire avec 182 députés, Macron avec 168 députés, le Rassemblement National avec 143 députés, et les Républicains qui détenaient 61 sièges dans la précédente Assemblée tombent à 46 députés. Ah oui, il y a le dissident Ciotti, de surcroît président des Républicains, qui n'a toujours pas été débarqué officiellement de la présidence des Républicains, qui lui, eh bien, pourra créer un groupe puisqu'il a obtenu 17 députés. Donc il va s'allier, il s'allie, il est compté dans le groupe du Rassemblement National, mais il va gouverner, enfin il va siéger en allié avec le Rassemblement National. Mais il pourra constituer un groupe à l'Assemblée nationale, puisqu'il faut 15 députés, et il semble qu'il ait ces 17 députés. Donc qui gagne? Qui gagne, qui perd? Manifestement, le Rassemblement national est celui qui affiche la plus grande progression, plus 37 députés. Suivi du Parti socialiste, qui renaît grâce à la stratégie assez incompréhensible de la France insoumise. Donc le Parti socialiste gagne 28 députés. Il passe de 31 à 59. La France insoumise, elle ne fait pas une si bonne affaire que ça, puisque elle détenait 75 sièges dans la précédente Assemblée, et là, elle fait une toute petite progression de 2 députés. Elle passe à 77. Les querelles intestines chez la France insoumise, je l'ai laissé entendre, mais je peux le répéter ici, ont laissé des traces. Il y a 4 députés qui sont en rupture avec la France insoumise. Il y en a 3 qui n'ont pas reçu l'investiture de la France insoumise, sans réelle raison, si ce n'est le choix du maître. Alexis Corbière, qui a été réélu, sa compagne Raquel Garrido, qui n'a pas été réélue puisqu'elle s'est désistée pour un candidat Nouveau Front Populaire officiellement investi, et Daniel Simonet, qui a été écarté mais qui a été réélu. Et on connaît l'attitude de François Ruffin, un ami proche de Macron. Par parenthèse, le père de Macron a dit le plus grand bien, s'est lâché, a dit le plus grand bien de François Ruffin. Et les écolos également gagnent 5 sièges, ils passent de 23 à 28. Et ceux qui perdent, eh bien ceux qui perdent, c'est principalement Macron. Même si la gauche
lui sauve la mise dans un premier temps, Macron se prend une déculottée mémorable. Il méritait l'effondrement, c'est ce qu'il attendait. Il vient d'être sauvé par la gauche qui pourrait être honteuse d'avoir sauvé cet individu qui a fait tant de mal aux gilets jaunes, aux gens qui n'ont pas voulu tomber dans la combine de la fausse pandémie, etc., etc., etc. Donc, Renaissance tombe de 172 à 98. Il perd 74 députés. C'est énorme. Mais normalement, il n'aurait pas pu prétendre à plus de 100 députés s'il n'y avait pas eu ce scélérat mot d'ordre de désistement. Le MoDem, lui, il perd 14 députés. Il passe de 48 à 34. 14 députés en moins. Quant à Horizon, également en perte. Moins forte. Mais le parti d'Édouard Philippe passe de 30 à 26. Il perd 4 députés. Donc voilà les perdants. Auquel il faut ajouter, côté gauche, eh bien le Parti communiste, qui lui s'effondre. Il détenait 22 sièges dans la précédente assemblée, et il n'en détient plus que 9. Il perd donc 13 députés. Donc c'est une Assemblée nationale parfaitement ingouvernable, qui n'a aucun sens, au sens politique, qui ne dispose d'aucun levier. C'est la porte ouverte à toutes les combines, toutes les compromissions, tous les arrangements. Et qui peut décider de ces combines, de ces compromissions, de ces arrangements? Eh bien celui dont on a sauvé la peau, Macron. Donc Macron se voit sursitaire, il va gonfler le torse à nouveau, il va faire comme font tous les psychopathes, s'imaginer qu'il est à nouveau le maître absolu, le maître des horloges, le maître de tout. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens étant assez aisément dans son milieu politique actuel, assez aisément corruptible, on risque d'assister à des recompositions, des majorités de circonstances contre nature, au gré des ambitions des uns ou des autres, pour respecter leur programme ou pour rester dans la ligne de leur dogme. Ça n'apportera rien concrètement, puisque il faut quand même comprendre que ce nouveau front populaire s'est constitué dans l'urgence, qu'il n'y a aucun accord de fond entre, par exemple, un Mélenchon et un François Hollande, les deux visant le poste de Premier ministre, sans trop le dire, sans trop s'avancer pour Hollande, sauf que les deux se détestent copieusement depuis leur apparition auprès de Mitterrand, au sein du Parti socialiste de d'alors. Ils se détestent, ils n'ont rien en commun. Par ailleurs, la France insoumise, avec laquelle je suis d'accord, avec les positions de laquelle je suis d'accord s'agissant du génocide perpétré par les sionistes israéliens contre les Palestiniens, se voit contrainte de discuter avec un sioniste pro-génocidaire qui s'appelle Glucksmann, avec un Glucksmann qui est anti-russe, qui soutient Macron, le belliciste, qui lui-même, le belliciste qui envoie des armes, de l'argent à un détraqué qui s'appelle Zelensky, qui a ruiné son pays. Qu'ont-ils de commun, ces gens-là? Les socialistes, ce sont des socialo-traîtres. Ce sont ce qu'on appelle des sociaux-démocrates. Mais ce sont des gens qui se comportent comme la droite traditionnelle, sauf que la droite est claire avec elle-même. La droite se présente toujours, j'ai toujours connu comme une droite gestionnaire, avec en son sein des sensibilités sociales. Je me souviens très bien qu'on parlait des gaullistes de gauche. La gauche n'a pas le monopole
là je rejoins un peu un certain Giscard d'Estaing, lors d'une confrontation à l'élection présidentielle, un débat face à Mitterrand, qui disait à Mitterrand, il avait raison, la gauche n'a pas le monopole du cœur. Donc je ne dis pas que moi, la droite n'a pas une sensibilité sociale, mais elle s'affiche toujours comme une gestionnaire. Avant de conclure, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que, bon, on peut comprendre la joie, par exemple, d'un Mélenchon, qui constate que la gauche constitue le groupe principal à l'Assemblée, mais sans aucun pouvoir, sans aucune marge de manœuvre. Il n'y a, quels que soient les arrangements entre les trois groupes, il n'y a pas de possibilité de constituer un groupe majoritaire, de constituer une majorité. Donc il n'y a pas de quoi s'enflammer à gauche. Ça n'est pas la victoire qui permet de gouverner comme ce fut le cas après certaines dissolutions, comme celle de 1968 provoquée par le général de Gaulle, qui retrouva une majorité confortable et qui mit un terme aux événements de mai-juin 1968. Mais toutes ces dissolutions qui ne suivent pas directement l'élection du président sont des dissolutions à grand risque. Chirac en a fait les frais en 1997, il a dû laisser gouverner le PS et nommer Lionel Jospin Premier ministre, qui a gouverné plutôt bien pendant 5 ans, jusqu'en 2002. Il a été mal récompensé, Jospin, puisqu'il a été battu, y compris par Jean-Marie Le Pen en 2002. Mais là, cette dissolution, je l'ai expliqué et je maintiens mon point de vue, elle est le fait d'un type qui est coincé, acculé sur le plan politique et également sur le plan personnel. Il y a toujours cette affaire Brichel qui est pendante. Vous pouvez le nier, vous pouvez pousser des cris d'orfraie. Il y a là une affaire trouble et qui risque de lui péter à la figure, passez-moi l'expression. C'est une assemblée qui est ingouvernable. Tous les ingrédients sont réunis pour donner naissance à toutes les tambouilles, les magouilles entre les uns et les autres. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur du nouveau Front populaire, c'est la guerre. Ils n'ont rien de commun. Rien de commun entre, y compris des écolos et la France insoumise, des écolos qui sont macro-compatibles à 1000% les écolos. Ils adorent. Madame Rousseau adore Macron. Monsieur Glucksmann adore Macron. Mais Hollande, c'est lui qui a donné naissance et qui a enfanté Macron. Alors il ne faut pas exclure dans cette histoire les fraudes. Elles sont certainement une des causes de ces résultats. En dehors du fait que ce taux de participation à 67% est assez suspect. Pourquoi? Parce que on a appris au cours du premier tour et confirmé au second tour que le nombre des procurations a été multiplié pratiquement par 2 ou 3. Il y avait 3,3 millions de procurations. Vous connaissez le principe de la procuration? Vous allez voir une personne âgée dans un EHPAD qui a plus toute sa raison. Quand on a atteint le grand âge, on est un peu absent de la réalité. Et on fait signer à la personne une procuration. Alors voilà, vous avez compris. Un dernier mot pour dire que Nicolas Dupont-Aignan a été battu. Je crois que c'est dans son département de l'Essonne, si je ne me trompe pas, battu à l'issue d'une triangulaire. À titre personnel, je le regrette parce que c'était une voix souverainiste qui disait les choses que personne d'autre à l'Assemblée nationale ne disait. Je le regrette. Je ne partage pas nombre de points de vue de Dupont-Aignan.
s'agissant notamment toujours du même problème de faire une fixation sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Ça, je ne partage pas du tout cela, pas du tout. Mais au moins, il a pris des positions notamment contre les crimes de Macron à propos de cette fausse crise sanitaire que nul autre n'a pris. Voilà mon analyse après les élections législatives. Eh bien, mon mot de conclusion, c'est France, grand bordel. De Gaulle aurait dit la chienlit. Mais une chose est sûre, c'est que Macron ne s'en sort certainement pas indemne. Allez, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien.